Moi, je suis dans la Fab Région du Bas-Saint-Laurent. Puis, tout au long de notre première année, on s'est rendu compte que Fab City, c'est un concept fort. Puis que souvent, on va chercher des concepts forts pour s'y allier, mais qu'aussi un concept fort, des fois, il est basé sur des rhétoriques ancrés qui sont, pour celui-ci, assez ancrés vers les Fab Labs. Puis peut-être, si on veut se donner une envie d'aller vers l'avenir, d'essayer de trouver une manière un peu plus holistique, puis d'hybrider ce concept-là avec nos valeurs qu'ici on peut avoir au Québec, puis aussi avec des réflexions qui se font depuis plus que 100 ans sur comment penser à la ville du futur. Alors, ce que j'essaie de faire ici, c'est de donner un petit peu un contexte de où est-ce qu'on en est au 21e siècle, de présenter 5 théories cycliques. Après ça, d'essayer de voir dans la réflexion des villes du futur quelques concepts intéressants. Puis il y a une étude qui parle des paradigmes, les 6 paradigmes principaux des manières de voir la ville du futur. Puis après ça, peut-être d'essayer de réfléchir à 3 Fab lieux, dont la Fab City, Fab Région pourrait prendre en compte pour se développer. Sans plus attendre, on peut commencer par parler de ce qui nous amène aujourd'hui. Entre les 2 lignes verticales, on voit le 20e siècle. Puis je pense que ce qui caractérise beaucoup actuellement, c'est vraiment l'évolution de l'urbanité, de l'urbanisation de la planète qui s'est faite moins de 20% avant 1900 jusqu'à 50% en 2007. On vient d'un milieu très rural, la planète a toujours été rurale, jusqu'à aujourd'hui une planète qui est de plus en plus urbaine. Ça a été fait parce qu'il y a une volonté d'opportunité d'aller en ville, une volonté aussi d'individualité, puis de pas que tout le monde de ton village sache qu'est-ce que tu fais, puis parle à tout le monde, puis là, d'une certaine individualité d'aller en ville, puis la volonté d'avoir une proximité, donc entre le lieu de travail, le lieu de résidence et le lieu de récréation. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, les auteurs sur les grandes tendances, ils dénotent 6 tendances principales qui changent notre monde, qui font en sorte que c'est vraiment différent que le 20e siècle. C'est la démographie, il y a de plus en plus de monde sur la planète, la population est vieillissante dans les pays de l'Ouest, en Europe puis en Amérique, et aussi une partie de l'Asie. Après ça, donc, il y a vraiment une urbanisation, puis les métropoles deviennent de plus en plus grosses. Les innovations technologiques sont de plus en plus en rupture, puis ils changent tous les systèmes de production qu'on est habitué avant. Il y a une certaine diffusion du pouvoir qui semble s'effectuer petit peu par petit peu. C'était très, très hiérarchique et contrôlant, totalitaire. Puis maintenant, on essaie d'avoir plus de participation, plus de coopération, plus de collaboration. Avec une certaine mouvance. Je pense qu'au Québec, on est assez en avance, puis en Europe du Nord, sur ces capacités-là d'intégrer une diversité d'acteurs dans la transformation des sociétés. Ce qu'on remarque aussi, qui est vraiment percutant, c'est la rareté des ressources. Puis sans parler aussi de toute l'écologie, toute la biodiversité qui diminue d'une manière à faire très peur en ce moment. Puis aussi l'engendrement de changements climatiques qu'on ne peut pas nier, qui sont très importantes, qui vont changer, qui doivent changer notre manière d'agir et de repenser la ville. Une chose qui est importante à regarder toujours avec l'urbanisation, c'est que c'est vraiment pas tous les pays qui sont urbanisés égales. Il y a différentes étapes. Ici, on est plus à une étape 4 de connexion mondiale, mais encore en Asie et en Afrique où 75% de l'urbanisation va se faire dans les 20 prochaines années. On ne peut pas réfléchir aux endroits de la même manière. Fait qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est peut-être plus une réflexion pour un contexte d'urbanisation qui est un peu plus avancé. Voilà. Puis, ce qu'on peut dire maintenant aussi, là, on est en étape 4, mais ce que Fab City Movement propose aussi, puis qui semble être une des voies d'avenir, c'est vraiment d'avoir une redistribution territoriale localisée, donc une production locale et régionale, mais avec des connexions internationales fortes. Donc, souvent, ils disent donc les atomes restent, mais les bits, ils peuvent se transférer à travers le monde. C'est vraiment comment de faire une autonomie locale tout en étant connecté avec les idées de manière internationale. Puis on voit aussi que les métropoles et les grandes villes deviennent de plus en plus saturées, compétitives, dispendieuses, puis que la balance travail-vie personnelle est quand même de plus en plus difficile. Il y a comme un mouvement vers plus un aspect régional qui permet d'allier les villes, les villages et les zones plus rurales dans une approche complémentaire.
Donc, l'histoire se répète. Je vais vous présenter quelques cycles d'approches cycliques qui peuvent être combinés pour mieux comprendre un peu le futur. Déjà, depuis fin du 20e siècle, il y avait Kondratiev qui était donc dans les pays socialistes, que lui, sa job, c'était de prouver que le capitalisme allait s'effondrer, puis qu'en fin de compte, il avait prouvé le contraire, que les capitalistes se restructuraient cycliquement, puis quand ils pensaient que ça allait tomber, bien, il y avait un changement dans les systèmes de valeur, à quoi qu'on accordait de la valeur, puis que ça permettait de remettre le capitalisme. Enfin, le capitalisme restait central et qu'il y avait une redynamisation du système socio-économique. Puis ça fonctionne, puis c'est peut-être plus les mêmes tranches, puis on va de plus en plus vite aujourd'hui, fait que les cycles semblent se raccourcir. Mais c'est une approche, donc, que lui avait commencé son analyse à partir du début de la révolution industrielle, puis encore aujourd'hui, on voit que ça tient la route. Par la suite, il y a d'autres auteurs qui ont regardé plus les cycles d'innovation, fait que c'est une manière de regarder les technologies importantes aux différentes étapes, aux différentes époques. Et puis aujourd'hui, donc, on se retrouverait dans le 6e cycle. C'est une autre manière de voir les cycles industriels. Les cycles industriels, c'est des périodes que tout le monde débat, puis ils disent non, ça commence là, finit là. Puis eux autres, ils ont décidé de plus couper les cycles en des plus petites portions pour essayer de voir c'est quoi les technologies qui changeaient le monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, justement, de la 6e vague, c'est une importance du développement durable, une productivité accrue de l'utilisation des ressources, un design plus holistique qui prend en compte différents paramètres, la biomimicry, la bioimitation, il y a de plus en plus de chimie environnementale, d'énergie renouvelable, puis même les nanotechnologies environnementales deviennent intéressantes, importantes et à développer. Dans cette lignée-là, il y a le World Economic Forum, qu'eux autres, ils parlent de la 4e révolution industrielle. Fait que, il y en a qui c'est des cycles, les autres, ils disent 4e révolution industrielle. Ce que je pense qui est différent dans leur approche, c'est vraiment qu'ils regardent la combinaison de toutes les technologies, puis qu'ils voient ça comme une grande époque de combinaison, mais aussi où ce que les gens encadrés agency, trust, et éthique et identité, où la capacité de pouvoir, puis justement comment dire, je vais lever mon écran pour voir plus. Bon, la confiance, puis l'éthique, puis l'identité deviennent des paramètres importants du développement économique et social, alors qu'à l'époque, on était plus sur la création d'une valeur qui était reliée à plus des biens matériels et de services. Une autre approche cyclique que moi m'interpelle beaucoup, c'est au niveau des générations. Fait que, Strauss et Howe ont fait un livre intéressant qui s'appelle The Four Turnings. C'est des périodes de 80 ans, eux autres, qui mappent depuis la fin de l'ère médiévale. Puis c'est séparé en 4 périodes. Il y a une période où tu as un gros high où tout va bien. Il y a une période où ce que les gens se réveillent. Il y a une période où ce que la période se met en place. Puis après ça, on tombe dans une crise. Puis donc, en mappant ça, puis ça a été écrit en 97, puis il y avait déjà mappé la crise, les crises actuelles qui sont une grande période de crise depuis 2008. Puis il avait prévu la Financial Crisis en 97 qui commencerait en 2008 jusqu'en 2029. Je sens qu'on est encore dans cette période-là. Puis là, je ne pense pas qu'il avait prévu la crise sanitaire à travers ça, mais on peut se dire que justement, puis tout ce qu'il décrit par rapport à les gens deviennent de plus en plus campés dans leur mode, puis après ça, ils s'affrontent, puis après ça, une plus grande rupture. Puis c'est comme des cycles. Puis quand on regarde ces 4 étapes-là, les turnings qu'ils appellent, on voit que ça se répète aussi sur des cycles de 80 ans. Puis l'espérance de vie actuelle est à peu près de ça. Fait que c'est peut-être le savoir aussi qu'il y a de la misère à se transmettre au-delà de 80 ans ou qu'on ne comprend pas tous ces cycles-là. C'est pour ça que j'essaie de prendre une approche de voir ceux qui ont fait les cycles pour voir vers où on s'en allait. En ce moment, donc, on se retrouve dans une période de crise. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Puis, eux autres qui ont regardé, c'est vraiment une approche sur les générations. Alors, c'est quoi le rôle des générations? Puis, ils nomment 4 types de générations ou de personnes qui font le changement dans leur génération puis dans leur période. Et donc, ceux qui sont un peu dans la fleur de l'âge, leur midlife, actuellement, c'est l'approche nomade. Oui, vas-y, Charlotte. Oh, excuse-moi, il reste 5 minutes. OK, bon. C'est les nomades, puis on voit beaucoup que ça change actuellement. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que ça ferait pour l'avenir. Vu qu'il reste juste 5 minutes, ça, c'est un peu les caractéristiques qu'on a mis ensemble pour regarder, que j'ai mis ensemble pour regarder qu'est-ce qui caractérise donc les 50 prochaines années, que je vous ai déjà parlé un peu rapidement. Après ça, il y a Fab City qui est un mouvement, une approche qui est mise en place. Puis j'ai regardé, c'est quoi dans le passé qui a été mise en place comme approche?
Puis on voit qu'il y a différentes. Il y a le DIY City, qui c'est un peu le mouvement Fab City, existe depuis longtemps. Il y a des approches de Desert City, de Space City. Fait que depuis déjà les 100 dernières années, le monde réfléchit à ce que la ville va être dans l'avenir de manière très différente. Puis, un qui m'a le plus percuté dans la ville, c'est les cités-jardins qui essayent d'allier justement campagne, ville, village, et qu'aujourd'hui, on revoit renaître, ou une importance renaître. Puis on voit aussi que c'est cyclique aussi dans les approches sont cycliques, ils sont prises, sont laissées de côté, sont reprises. Puis, il y a 6 paradigmes qui en ont ressorti de toutes ces approches-là, puis que je pense que la FabCity pourrait intégrer pour devenir plus hybride. Mais c'est vraiment donc l'intégration urbain-rural, avoir différents types de mobilité, avoir des méthodes ouvertes et évolutives. Une petite méthode, mais tu peux la changer pour essayer de la mettre à ton goût puis de la faire évoluer. De vraiment travailler sur le temporaire, le nomadisme, la dérive, ce que les internationales situationnistes ont répété longtemps. Après ça, au niveau écologique, bien, c'est très important de rendre ça au cœur de la transformation. Puis l'approche digitale où les villes hybrides travaillent beaucoup sur la différence ou le continuum physique-numérique. En conclusion, je me dis quels sont des nouveaux lieux qui pourraient émerger, des fabs. Puis en ce moment, on parle beaucoup d'éco-village. Qu'est-ce que serait un fab éco-village? On parle beaucoup de géo-ingénierie, c'est comment faire de la captation de CO2, comment le mouvement des Fab City pourrait s'intégrer là-dedans. Puis on parle beaucoup de la remanufacture, donc pas juste une manufacture qui prend un extrait et qui va le faire en produit, mais bien d'utiliser des matériaux qui sont déjà dans les cycles pour les reprendre, puis de baser un système de manufacture basé sur une remanufacture des produits. Autant ici, avec Fab Éco-Village, on peut passer au Fab Jardin, la production école, qu'est-ce que ce serait une Fab Grange, production de maisons écologiques, une Fab Scierie, une Fab Maison. Des centres de recyclage redistribués, qu'est-ce que ça pourrait avoir lieu en géo-ingénierie? Comment faire de la captation de CO2? Les Fab Labs, ils sont plus dans les capteurs, puis essayer de voir l'émission de CO2, mais on n'est pas dans trouver des technologies pour la capter. Alors, ça pourrait être intéressant que ça réfléchisse aussi à ça. Puis, donc, de revoir les cycles de remanufacture pour savoir vraiment comment développer ces cycles-là en intégrant des matériaux qui sont déjà été pris en compte dans le développement d'autres produits. Donc, voilà, c'est la courte présentation qui se veut plus exploratoire que d'autres choses. Fait que je ne sais pas si ça vous suscite des questions ou des intérêts. C'est plus pour polliniser plein d'idées, puis réfléchir. Merci, Jimmy. Oui, c'est rapide, mais super passionnant. Oui. Je veux juste dire merci aussi, du coup, pour la présentation. Je viens juste de rentrer un peu dans la conférence, mais je suis de Barcelone et on bosse beaucoup avec le Fab City, du coup, à Barcelone. Oui. Et j'aime beaucoup l'idée, en fait, dans le titre et dans ce que tu as donné de savoir se projeter un peu plus loin et d'observer ce qui s'est passé, en fait, pour voir comment mieux anticiper et mieux comprendre, en fait, quel genre peut-être de pièges à éviter aussi, des fois, d'essayer d'anticiper un peu ces notions-là. C'est assez intéressant. Et sur les rythmes, moi, j'avais pas mal étudié sur deux autres auteurs qui m'avaient bien marqué. Mais du coup, je ne sais pas trop si on a le temps d'en parler, donc il n'y a pas forcément de questions précises, mais merci en tout cas. Ça réveille des petits. C'est quoi les autres que tu avais lus ou qui t'intéressaient? Oui. Alors, il y en a un, c'était Bernard Stiegler. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas forcément sur les rythmes, mais c'est vraiment sur penser la production au niveau social dans les années qui viennent. Et vraiment, il y a un moment où tu as dit que peut-être que les cycles, le problème, c'était la connaissance. Et à mon avis, c'est un peu le cœur du problème. Donc, un des problèmes. Hein, et je pense que lui, il a vraiment mis en avant ce concept de recapacitation et ce qui se fait aussi dans l'univers des Fab Labs depuis un petit moment, mais vraiment lié, pour lui, c'est vraiment au territoire et quelque chose qui se doit se faire assez fort. Et le deuxième, j'ai un trou de mémoire, du coup, je ne vais pas pouvoir, je crois, mais j'avais adoré ce qu'il avait. Il faisait un peu l'histoire de comment on apprivoisait le temps dans les sociétés industrielles. Et c'était assez agréable à voir. Ouais, là tout de suite, je vais pas la voir.
suis en train de le chercher en parallèle. Je ne sais pas s'il y avait d'autres Tu peux questions. peut-être me trouver sur LinkedIn, tu les trouves. Tu peux me les Ouais. envoyer, ça me ferait plaisir de te connecter. Ok, je fais ça avec plaisir, le temps que mon cerveau revienne. Parfait. Cool. Ben, merci d'avoir participé. Puis, j'espère qu'il y a plus de monde qui va l'écouter aussi en ligne. Sûrement. Merci, Cool. Jimmy. Merci pour l'organisation. On se se revoit peut-être au voit. campus cet Oui, après-midi. c'est ça, au campus, oui. Au revoir. Tantôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye bye.